Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Seven, des produits authentiques hérités de la compétition. Recrute Expert, recrutement, conseil RH, agence d'emploi. Stylimo, réseau national de mandataires immobiliers. Salut à tous les amis, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Inside Hill Climb, la seule émission 100% course de côte. Vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux, on est ce soir en compagnie d'un plateau 100% suisse. Je vais vous présenter dans quelques instants mes invités du jour. Avant de démarrer, je vous le rappelle les amis, l'ensemble des émissions sont à retrouver sur la page Facebook et la page YouTube Inside Hill Climb. N'hésitez pas à vous y rendre, à partager ces vidéos et bien sûr à inviter vos amis. Plateau 100% suisse, je vous le disais en introduction, ce soir dans Inside Hill Climb, on a continué justement d'exporter un petit peu l'émission. On est sorti des frontières françaises depuis plusieurs numéros, vous le savez. Je vais vous présenter tout de suite mes invités de ce soir. On va commencer par un garçon qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années, notamment en Formula Master. Il est passé du côté d'Osella il y a peu de temps. Il va nous en parler, il va nous reparler un petit peu de sa carrière. Il s'agit de Joël Grand. Salut Joël. Salut, là ça a coupé. Ah, ça a coupé. Qu'est-ce qui a coupé? C'est toi qui as coupé ou c'est moi? C'est bon, là j'ai du réseau, c'est bon. Allez, ok, c'est la magie du direct. On va dire ça comme ça, voilà, c'est la magie du live. Un autre Joël, un autre pilote suisse qui roule aussi en Osella. Il s'agit de Joël Volus. Salut Joël. Salut Pierre, salut à tous. Et puis on accueille également celui qui est 3 fois champion de Suisse de la montagne. On le connaît bien, celui-là, même en France pour le coup, adepte de la Formule 3000 notamment. Il s'agit d'Éric Berguéran. Salut Éric. Salut à tous, salut Pierre, salut les Jojo. Merci à tous les trois d'être à mes côtés. Je suis super content de vous avoir pour ce nouveau plateau où on met justement en lumière la course de côte européenne et pas uniquement française pour le coup. Ma première question, même si on a eu effectivement il y a quelques jours de ça d'autres pilotes suisses qui nous ont parlé un petit peu de la situation. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous ces quelques mois de confinement. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça vous a impacté personnellement, professionnellement? Eric, si tu veux commencer, la parole est à toi. Chez nous, ça a été encore. On a pu heureusement encore travailler normalement. On n'a pas eu trop eu de blocage. Et puis avec le boulot qu'on avait un peu en retard, donc on a pu prendre un peu moins de retard là-dessus. Mais l'un dans l'autre, ça n'a pas trop changé le rythme qu'on avait d'habitude. Bon, ok, ça va, rien de grave de ton côté. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, la famille va bien. Oui, on s'est… Pas une maladie plus que ça. Bon, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Joël, alors il y a deux Joël. Ce soir, on va essayer de donner la parole de la manière la plus habile possible à l'un de vous deux. Je vais commencer par toi, Joël Grand. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi, justement. Aussi, j'ai le temps de préparer la voiture. On avait prévu de faire ça cet hiver, donc heureusement qu'on a eu éventuellement cette année de pause, entre guillemets, pour pouvoir faire d'autres choses. Mais c'est vrai que c'était un peu embêtant parce qu'il y a quand même des partenaires qui sont derrière. Donc là, il faut aller les voir, expliquer le cas un petit peu de pourquoi on ne roule pas. De toute façon, la plupart sont au courant de la situation. Mais c'est clair que maintenant, le plus gros problème, je pense, pour l'année prochaine, ça sera déjà que les partenaires existants nous redonnent un coup de main parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est beaucoup des indépendants. Donc, il faudra voir d'ici la fin de l'année comment ça va évoluer cette situation. Et puis, j'espère vraiment que l'année prochaine, je vais pouvoir trouver encore du financement parce que cette année, c'était déjà un petit peu limite. Alors, tout dépendra du budget l'année prochaine pour voir qu'est-ce que je vais faire. Puis aussi, sur l'évolution de la voiture, tout dépend encore une fois du financement que je vais trouver. Bien sûr. On en profite pour saluer toutes celles et ceux qui soutiennent les pilotes, qui vous soutiennent vous, qui soutiennent les organisateurs. Évidemment, la période est compliquée pour tout le monde et il faut se serrer les coudes dans la mesure du possible, bien évidemment. Joël numéro 2, Joël Volu, comment ça s'est passé pour toi ces quelques mois de confinement? Pour moi, c'est un peu la même chose qu'Eric. Il n'y a rien qui a tellement changé. Avec au niveau professionnel, on avait aussi beaucoup de retard, donc on a pu combler le retard, donc on n'a pas eu de manque de travail et tout ça. Maintenant, ça a bien repris. Vu que je travaille dans un garage poids lourd, du coup, toutes les entreprises travaillaient normalement.
de ce côté-là, ça a été. Donc, on a aussi profité de faire, j'ai changé un peu mes plans que je voulais faire de révision de voiture. Je voulais faire une simple révision pour finir. On a parti sur un truc un peu plus développé. Vu que je ne pensais pas du tout rouler cette année, du coup, donc l'argent que je ne roulais pas, on a investi sur autre chose. Bon, tu nous en reparleras un petit peu plus tard dans l'émission. On sera curieux de savoir justement ce que tu as mis en place sur ta voiture. Joël, tu vas rester avec moi parce que je te propose de démarrer cette émission avec toi pour le coup. Alors, vous le savez, les amis, dans cette émission, dans Inside Hill Climb, on revient aussi sur vos carrières et ça permet non seulement aux fans de course de côte française de vous découvrir, parce que certains pourraient ne pas vous connaître aussi bien que de votre côté. Et puis, c'est l'occasion aussi justement de parler de vos programmes initialement prévus pour 2020, de ce que vous avez prévu de faire pour la suite. Et je voulais justement démarrer avec toi, Joël. On va reparler de ton début de carrière. Alors, si je ne dis pas de bêtises, toi, tu as finalement démarré par le kart et tu as démarré à l'âge de 8 ans et tu as dû même attendre un petit peu avant de faire tes premiers tours de roue en karting. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais, c'est exactement ça. J'ai commencé à 8 ans avec… c'est toujours Eric, en fait, qui m'a suivi en kart. C'est toujours lui qui m'a coaché, on va dire. Et puis, en fait, vu qu'on n'habite pas très loin, et nos parents se connaissaient déjà très bien. Eric a proposé à mon papa que je fasse du karting. Et puis, c'est comme ça qu'on est parti là-dedans. Bon, et tu as dû, c'est ça, tu as eu ton premier kart à l'âge de 6 ans, je crois, si je ne dis pas pour Noël pour mes 6 ans, ouais, exactement. Ouais, ok. Après, on ne pouvait pas rouler avant les 8 ans. Donc, j'ai fait 2 années sur la place de garage de mon papa, à tourner en rond. Et après, on a été un peu sur des circuits, puis on a commencé comme ça. Tu changeais de sens des fois quand même pour faire les pneus de l'autre côté. Pour oser les pneus. Pour oser les pneus pour que ça soit équilibré. Bon. Et toi, justement, Eric, du coup, tu es le premier forcément de mes 3 invités de ce soir à avoir démarré dans le sport automobile. Toi aussi, tu as démarré par le karting et tu as eu quand même une belle carrière pendant une grosse dizaine d'années. C'est ça, Eric? Oui, c'est juste. Ouais, on a fait un petit peu de chemin dans le milieu du karting. C'était une bonne expérience. Pour démarrer, ça donne une bonne base. Et comme la plupart des pilotes qui ont été un petit peu plus loin, ils commencent un peu tous par le karting. Bien sûr, c'est l'école du sport auto. Et je crois d'ailleurs que tu as eu la chance de rouler avec quelques pilotes qui ont un petit peu percé quand même en karting. C'est ça, je ne dis pas de bêtises? Oui, ils ont gravi 1 ou 2 échelons de plus que moi, mais non, c'était l'époque des années 2000 où il y avait Hamilton, Kubica, Rosberg, toute la bande maintenant qui ont été plus hauts. Ouais, des grands noms, ça fait plaisir de savoir que tu as pu rouler avec eux. Et je vais me tourner vers derrière toi. eux. Derrière eux. Sois pas modeste. Déjà, il fallait être derrière eux, c'est déjà pas mal parce que si tu les voyais, c'est-à-dire que tu n'étais pas trop loin. Tu vois, donc c'est déjà une bonne chose. Joël, grand, du coup, toi, comment finalement tu as démarré dans le sport automobile et comment tu t'es retrouvé à avoir ce virus du sport automobile? Alors, je m'excuse d'abord, je me déplace un peu parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Si vous voyez bouger, c'est normal. T'inquiète pas. C'est la magie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la magie du presque direct. Voilà. Alors, en fait, j'aimais pas du tout le sport auto quand j'étais petit. Pour vous dire, je faisais du cyclisme, la course automobile sur route. Et puis, j'ai eu mon permis de conduire à 18 ans, tout de suite à mes 18 ans. Et puis, je sais pas, j'aimais bien commencer à conduire vite et ça. Puis une fois, je suis allé voir le rallye du Valais. Et puis, j'entendais des spectateurs parler d'écurie. Alors, comme tu sais, quand tu connais pas le milieu, tu dis, mais écurie, en principe, il y a des chevaux, quoi. Tu vois, c'est des chevaux, voilà. Ouais, moi, je connaissais vraiment rien du tout, quoi. Et puis, je suis allé vers le monsieur là, puis je dis, mais vous parlez d'écurie, là, comme ça. Il m'a dit, oui, dans un sport automobile, si vous voulez faire partie d'une équipe, ça s'appelle une écurie. Alors, je me suis renseigné, puis il y avait l'écurie 13 étoiles Valais ici, qui était à côté de chez moi. Et puis, j'ai pris contact avec eux, et puis je me suis inscrit dedans, et puis j'étais membre. Et puis, petit à petit, j'étais un peu à des assemblées, et puis j'ai découvert un petit peu le milieu. Et puis, j'ai commencé comme copilote en rallye en 2007. Et puis après, c'est vrai que j'allais de temps en temps voir Ryan Zer. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu un petit peu ces véhicules à moteur moto. Et puis, je me suis renseigné et tout. Et c'est clair qu'il fallait déjà regarder le financement aussi de l'entretien du véhicule.
Et puis, je m'étais renseigné. Puis, dans le Val-de-Bagne, il y avait un monsieur qui s'appelait Gilles Suterlin, qui n'est plus là aujourd'hui. Et il avait justement un véhicule moteur moto et puis qui m'avait fait un bon prix quoi, pour débuter. Et j'ai commencé avec ces monoplaces, on peut dire comme ça, avec des moteurs moto. Et puis bah, j'ai évolué comme ça petit à petit. J'ai roulé 4 ans avec cette voiture. Après, je l'ai changé contre une Arco Baleno aussi à moteur moto. J'ai fait à peu près 3 ans avec. Et puis après, bah, c'est clair que ça titillait de vouloir prendre un peu plus. Et puis bah, j'ai eu connaissance avec Monsieur Bossy. Il m'a fait essayer la Master, un circuit, puis j'ai fait 3 tours et puis je voulais plus sortir de la voiture. Quoi. Je dis, ça, c'est monstrueux cette voiture. Et oui, forcément. Ouais, il m'a proposé de faire Ayanzer et puis c'est parti de là. Quoi. J'ai fait un super résultat là-bas. D'ailleurs, on était les trois ensemble sur le podium, là, qu'on est là aujourd'hui. Et puis depuis là, ça a commencé. Et puis j'ai dit, ouais, c'est un truc que j'aime. Quoi. Donc, enfin, un sport que j'ai trouvé de bien, que j'adore. Quoi. Franchement, Ok. j'adore. Quoi. Bon, bah c'est cool, c'est cool. Ouais. On est ravis que tu adores. On reviendra justement sur toutes les étapes de ta carrière, Joël. Moi, je vais me tourner du côté de toi, Eric, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet de la course de côte après ces années de démarrage et ces années de karting. Si je dis pas de bêtises, Eric, tu démarres vraiment en course de côte en 2002-2003. Et à l'époque, c'est avec la Formule 3 de ton père, hein, c'est ça, Eric? Oui, c'est juste. Oui, il avait une Ralter T30, une F3. Et puis, ben voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire la licence avec cette voiture. Et puis, commencer un ou deux slaloms comme ça pour déjà découvrir ce que c'était, si ça me plaisait ou pas du tout. Comme je sortais du karting qui est, entre guillemets, un petit peu différent parce qu'en karting, on fait 20-25 tours et puis là, c'est 2 minutes. Donc, mais j'ai pris assez vite le goût de pouvoir se donner à 200% sur 2 minutes. Ouais, le format a fini par te séduire, du coup. On va dire Voilà, ça oui, comme oui, ça. Ouais, ouais. c'est un sprint qui est aussi dur que de tenir sur une endurance. Hein. Le principe est toujours le même, c'est aller le plus vite possible. Eh oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est donc dans l'un dans l'autre, que ce soit sur circuit ou sur route, on apprécie. Et justement, alors tu vas t'y faire un petit peu à la course de côte, puisqu'en 2004, tu tentes le challenge assez osé quand on démarre quand même en sport automobile de passer à la Formule 3000, puisque tu vas faire l'acquisition d'une Lola T96 que tu vas garder jusqu'à 2007. On reviendra bien évidemment tout à l'heure sur la suite. Explique-nous dans quel contexte tu passes à la Formule 3000 et comment le projet se monte. Et écoute, j'avais fait quelques courses de côte avec ce F3. Et puis, ça marchait pas trop mal au niveau des chronos. Et puis, on arrivait un peu à la question de qu'est-ce qu'il fallait prendre pour aller un peu, parce que j'arrivais au bout un peu de la voiture. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller un peu plus loin? Et il y avait pas mal d'alternatives, soit une F3 un peu plus récente, une F2 ou la 3000. C'est clair que c'était un gros bateau, mais après, on s'est dit, investir tout de suite ou plus tard, l'un dans l'autre, ça ne changeait pas grand-chose. Là, il fallait essayer d'être un peu prudent au début pour apprivoiser la bête. Mais c'est clair qu'une fois qu'on a fait l'acquisition de la voiture, après, c'est que le pilote qui doit s'adapter pour la maîtriser, c'est tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vraiment dans cette optique-là qu'on est parti et dire prenons du gros tout de suite et puis après on s'habituera au fur et à mesure. Ouais, complètement, complètement. Alors l'adaptation, justement, elle va se faire quand même assez rapidement, puisqu'en 2005, bah, tu vas être champion de Suisse avec justement cette Formule 3000, ton premier de tes 3 titres de champion de Suisse. En 2006, tu vas rater le titre pour peu avec une petite sortie de piste. Quel souvenir tu gardes de ce souvenir-là? La sortie, c'était de la fougue. Pas forcément la sortie, mais je veux dire le fait de, voilà, tu es à 2 doigts de finalement doubler la mise, de remporter ce deuxième championnat et avec un petit peu de recul aujourd'hui, comment tu aurais dû aborder ce dernier rendez-vous? Bah, qu'est-ce qu'on change rien à ce qui a été fait? C'était l'inexpérience de la côte qui est quand même un milieu vraiment particulier où il faut savoir avoir une grande gestion déjà de soi-même pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui est important et pas important. Quand il faut mettre un peu plus de gaz, un peu moins. Là, on roulait à fond tout le temps. On était un peu trop fougueux, je dirais. Un peu trop jeune pour manque d'expérience, c'est tout. Et après, les titres, que veut-on?
si tout se passe bien, on arrive à en accrocher un ou deux. Et puis, des fois, on a des petites bricoleries qui font que on casse le château de cartes en une course. Eh oui, bien sûr, c'est sûr, ça reste un château fragile dans tous les cas, c'est clair, c'est clair. Bon, on reviendra justement dans quelques instants sur la suite de ta carrière, Eric. Je vais me tourner vers toi, Joël Volu, du coup. Toi, pendant toute cette période, entre 2000 et 2007, tu vas être surtout en karting hein, et tu vas participer à de nombreux championnats internationaux notamment. Tu peux nous en parler un petit peu de cette période? Oui, bon, franchement, c'était une super expérience que tout ce que j'ai pu rouler là. C'est une super bonne école parce que bon, on apprend tout. Après, j'ai eu de la chance d'avoir connu quelqu'un comme Eric qui m'apprenne vraiment de la base à comment décrire un châssis, à comment régler un moteur. On n'est pas toujours arrivé, on a fait pas mal de fautes. Après, après il m'a vraiment bien appris tout ça qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Donc, après, c'est pas facile parce que voilà, j'étais quand même relativement jeune. Lui, il rigole parce qu'il sait pourquoi il rigole. Il comprend que c'est pas toujours facile de faire comprendre à un gamin que voilà, faut, qu'il faut faire juste. Mais bon, après, ben, dans nos, dans nos championnats dans nos championnats qu'on a roulés, c'est pas non plus, on n'a pas fait beaucoup non plus des grandes courses, mais non, on s'est bien fait plaisir et ça m'a, en tout cas, le souvenir que je garde, c'est que j'ai appris énormément de cette période, qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui t'a certainement appris les bases finalement de toute la C'est exactement compétition. ça, Voilà, c'est ça. c'est la base de la trajectoire, c'est la base du réglage. Après, ben, faut pas oublier que c'est un sport. Il faut pas mélanger ça avec de la voiture parce que c'est quand même un sport qui est totalement différent. D'ailleurs, ben, il y a des gens qui sont professionnels en karting et qui ont essayé de faire de la voiture et que ben, ils n'ont jamais réussi en fait. Complètement. Complètement, complètement. Il y a beaucoup d'appelés, pas forcément autant d'élus, notamment dans les jeunes catégories. Hein. C'est vrai, il faut le Oui, dire aussi, tout le monde n'arrive pas forcément à percer en sport automobile. Alors, toi, pour le coup, tu vas quand même faire le passage justement à cette période-là en monoplace, puisque tu vas tenter ta chance en Formule BMW. Hein. C'est ça, Joël? exactement. Ouais, j'ai fait. En fait, j'ai connu quelqu'un qui m'a vu rouler une fois et il m'a dit ah ben viens faire un test en Formule Ford. Et j'ai été à Pouilly et roulé en Formule Ford et puis ça allait pas trop mal pour la première fois. Et il m'a fait connaître le championnat les qualifications de Formule BMW en Espagne. Il m'a dit, oh, ben, on pourrait essayer et tout. Je pense que tu arriverais à faire quelque chose de bien. Alors, on était 100 pilotes au début. Et après, c'était une sélection qu'ils en prenaient plus que 20. C'était 2 fois 2 jours. Là, j'ai été sélectionné dans ces 20. Et après, le deuxième jour, ils sélectionnaient plus que 4 pilotes. Et sur ces 4 pilotes, il leur donnait une bourse de 75 000 euros pour faire le championnat d'Europe Formule BMW l'année suivante, qui était la première fois le championnat d'Europe qui ouvrait le Grand Prix de Formule 1 en Europe. Et ben, je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi, vu que ben, j'avais vraiment pas par rapport à ceux qui étaient avec moi, j'avais déjà pas de nom connu. Eux, ils sortaient tous du karting, qui avaient fait tous du championnat du monde, du championnat d'Europe. Et puis, beaucoup, ils avaient une place de pilote d'usine en kart. Moi, j'avais 0 nom. Et ben, j'ai réussi à être un de ces 4-là pour être qualifié pour l'ouverture du Grand Prix F1. Après, j'ai dû rendre un peu ma place parce que, ben, vu que j'avais pas de nom, je trouvais pas c'était compliqué pour moi de trouver les 250 000 euros qu'ils me demandaient pour faire une saison. Vu que, voilà, en Suisse, on n'a pas d'industrie, on n'a rien, donc c'était vraiment, vraiment compliqué. Et après, je me suis rabattu sur ça s'appelait Championnat Lista. C'était un championnat, entre guillemets, un peu suisse de Formule BMW. Et en faisant ça, que j'ai réussi très bien à gagner, j'ai pu faire 2 courses en championnat d'Europe. J'ai dû remplacer des pilotes en Europe, en fait. D'accord, ok. Et ben, j'ai pu faire deux courses comme ça parce que ça ne m'a coûté pas trop cher, vu qu'ils étaient… Eux, les teams, quand ils avaient engagé 3 voitures, ils ne pouvaient pas en placer que 2, en fait. Ils avaient une amende
Du coup, pour eux, c'était moins cher de faire rouler quelqu'un à faible coût que de payer l'amende. Bien sûr, ouais, je comprends. Alors, c'est comme ça que j'ai pu rouler aussi un peu en Europe. Bon. Après, ça ne s'est pas passé tellement comme je voulais parce que ouais, c'est compliqué. Quand on n'a pas roulé dans ce niveau-là, les gens, ça bagarrait beaucoup. On avait beaucoup de petits problèmes. C'est sûr. C'était une Et puis expérience là, inoubliable. bah oui, tu m'étonnes. Là, tu es à un certain niveau. On reparlera quand même de la suite parce que c'est pas ça qui t'a empêché justement de poursuivre un petit peu en circuit. Je vais me tourner du côté de l'autre, Joël, hein, de Joël Gant pour le coup. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, Joël, c'est que toi, tu as vraiment découvert le sport auto en tant que pratiquant en 2007, d'abord en tant que copilote, avant bah, justement de passer côté course de côte et slalom avec justement ces autos à moteur de moto. Tu peux nous parler un petit peu justement de ces débuts? Alors, bon, comme je disais avant, alors j'ai acheté ma première voiture de course avec moteur moto, c'était en 2008. Et puis, bah, je connaissais personne qui pouvait me donner un coup de main pour faire la voiture, me donner des conseils. Alors, je me suis un petit peu allé sur Internet et puis j'ai trouvé ici à Sierre, j'avais dedans en fait un moteur. J'ai commencé avec un Yamaha dedans. Je suis allé faire la licence à Conam avec cette voiture. Le dernier jour, j'ai pété le moteur. Je pense que j'ai dû faire un sur-régime ou je sais pas. Voilà, c'est au début, quoi. Les débutants, on est comme ça. Normal. C'est un peu exactement, tu Surtout apprends, sur des quoi. moteurs comme ça fragiles qui Voilà. restent. Voilà. Et puis après, j'ai fait connaissance ici à Sierre d'un concessionnaire Suzuki Moto, Marco Constantin, et puis qui m'a proposé de mettre un Suzuki dedans, un 1000. Donc financièrement, ça jouait. Donc voilà, j'ai apporté la voiture à lui. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone justement de Marco. Il me dit, écoute, toi, ta voiture est partie chez un monsieur Roger. Je dis, mais c'est qui celui-ci? Il vient comme ça, il prend ma voiture. Enfin voilà, alors j'ai demandé le numéro, et puis j'ai téléphoné à Roger. Et puis il m'a dit, ah oui, bonjour, bonjour. Et bonjour. Il m'a dit, j'ai vu votre voiture là chez Marco Constantin. Je ne connaissais pas du tout ce monsieur encore, hein. Et puis il était un petit peu embêté pour mettre le moteur. Donc en fait, je me suis permis de prendre votre voiture pour pouvoir faire les supports moteurs, tous les trucs qu'il fallait, quoi. Et puis après, bah, je suis passé le voir et puis on a commencé à discuter. Il y a eu un lien qui s'est créé. Et puis bah, ce monsieur est là même encore aujourd'hui. Depuis mes débuts, il était là pour me justement. Lui, il a des années d'expérience aussi en course de côte, hein. En Suisse, il est très connu. Il a fait aussi pas mal de bons résultats. Et puis, bah, à fur et à mesure, il m'a donné des coups de pouce. Il m'a donné des conseils aussi. Et puis, c'était la personne qui me manquait. Parce que vu que dans ce milieu, je connaissais personne, je pense qu'il m'a fait grandir dans ce milieu, c'est lui, donc je le remercie encore aujourd'hui. Et puis, il m'en a évolué les voitures, l'arcobaleno que j'avais acheté aussi, on a commencé avec un petit 1000, après on a mis un Yabusa, et il était chaque fois derrière. Et puis, j'ai fait chaque fois des bons résultats parce que les voitures étaient réglées à sa méthode, mais j'arrivais à piloter les voitures comme ça. Et puis après, bah, j'ai eu aussi Roland maintenant qui est venu. Et puis, grâce à ces deux messieurs, bah, j'ai pu percer dans ce milieu. Et puis, bah, je les remercie d'aujourd'hui parce que je pense que sans leur aide et leurs conseils, je ne serais pas là où je serais aujourd'hui, quoi. Eh oui, oui, parce qu'on rappelle, hein, c'est Ouais. ce que tu disais, toi, tu es arrivé dans le sport auto Je connaissais rien, ouais. pas par erreur, mais par, Ouais, par tout à fait, hasard, ouais. on va dire, en Ouais. tout cas, parce que tu étais d'abord spectateur. Et on reparlera justement de la suite dans quelques instants. Eric, je reviens vers toi parce que du coup, on parlait justement de ta première carrière Formule 3000, on va dire ça comme ça. On est en 2007. En 2007, bah, tu démarres très, très fort ta saison. Tu viens d'ailleurs nous rendre visite en championnat de France de la montagne. Moi, je me rappelle de toi sur mon épreuve à Bagnols-Sabran, notamment en 2007. Je crois que tu fais troisième d'ailleurs ce week-end-là, derrière Lionel et derrière Christophe Malates, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, sous la pluie, effectivement. Et puis, donc la saison démarre très très fort. On arrive à la course de côte des Rangiers et là, tu es victime d'une grosse sortie de piste. Alors, sans parler de ce crash en lui-même, derrière, effectivement, tu as dû passer par des longues étapes de rééducation. Comment tu as vécu ce truc-là, aussi bien à la sortie de cet accident que dans les moments qui ont suivi? Comment dire, ben voilà, il faut se remettre en selle, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux, quand tu te réveilles et puis il y a 2 minutes, tu étais au départ de la course et puis là, c'est tout blanc autour. Et puis tu regardes un petit peu à droite à gauche, les mains, ça allait. Et puis une fois qu'on baisse les yeux pour voir un peu les pieds, là, c'était moins rigolo. Il y avait un peu trop de ferraille. Eh oui, tu m'étonnes. Et puis, ben voilà, après, que peut-on j'ai eu la chance d'avoir un super bon médecin qui m'a remis vraiment tout le bordel qu'il y avait, il a remis droit, puis que ça fonctionne plus ou moins. Et puis, de toute façon, là,
il n'y a que tout seul qu'on peut avancer. Il n'y a personne qui peut aider. Donc, il a fallu remonter un petit peu la pente. Et il a fallu une bonne année pour vraiment redonner le tour. Puis après, une fois que le physique reva de mieux, ben, la passion reprend un peu le dessus, on y repense et ainsi de suite. Comme je suivais le papa, j'allais lui donner un coup de main sur les courses. Donc, on reste toujours dans le milieu. Donc, c'est difficile de s'en défaire. Et après, j'ai eu un peu la chance de tomber sur une annonce d'un team qui liquidait du matériel de F3000. J'ai dit, bon, ben, pourquoi pas remonter une voiture pour se faire plaisir. Puis, plus tellement d'idées de dire d'aller vite, mais déjà rien que reprendre le volant et pour pouvoir se faire du plaisir. Et tu as quand même rapidement pensé, je dirais, à reprendre le volant, même si ce n'était pas pour, je dirais, forcément réaliser des performances équivalentes à avant. C'est arrivé assez rapidement ou pas? Non, écoute, ça s'est fait gentiment, parce que quand tu sors, quand tu es couché au lit, tu es content d'aller dans la chaise roulante. Quand tu as fait un moment de chaise roulante, tu es content d'avoir les béquilles, puis après, tu es content de ne plus les avoir. Donc, toutes ces petites étapes te montrent que rien n'a de la valeur. Quand tu es en forme, tu es debout, que tu peux parler, manger, bouger, que tu n'as pas de soucis. Le reste, c'est de la futilité, c'est de l'accessoire. Donc après, je me suis dit, bah, si je peux rouler et puis me faire plaisir, et ben voilà, on a l'opportunité, ça s'est présenté comme ça. Et puis voilà, on a remis le pied à l'étrier. Je vois. Bon, on reparlera justement de l'acquisition de cette nouvelle Formule 3000 au début des années 2010, que tu as encore d'ailleurs aujourd'hui, qui a beaucoup évolué, mais qui est voilà, encore la base de ta voiture. Joël Volu, justement, tu parlais de cette période en Formule BMW. Tu vas faire un petit peu de Formule Renault et notamment en Europe de l'Est où tu vas participer au championnat là-bas de Formule Renault, hein, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai fait qu'une année. C'était vraiment la Formule Renault, c'était vraiment un passage compliqué. On était en privé et en privé, ben on n'a pas assez d'expérience pour aller vraiment vraiment vite. Donc on était toujours là, autour des 5, 6, mais on n'a jamais réussi à aller plus loin. Et c'était vraiment impossible pour moi financièrement d'aller dans un team. Alors c'est pour ça que j'ai fait qu'une année, puis après on est parti sur de la côte. Vu que voilà, la côte, c'était un milieu quand même que je connaissais depuis longtemps, vu mon entourage familial. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, voilà, la côte, c'est c'est toujours un truc qui m'a plu, que je voulais faire de toute façon, mais que je ne pouvais pas, vu que je n'avais pas le permis avant. Donc, à 18 ans, une fois que j'ai eu le permis, voilà, je suis sur la côte. Là, comment dire, les dés sont rejetés à nouveau avec le permis en poche. C'est sûr qu'il y a d'autres disciplines qui s'ouvrent à toi. On reparlera dans quelques instants justement de ton arrivée en course de côte et en Formule 3000 notamment. Joël, toi, pour le coup, donc, tu démarrais avec cette auto et tu es passé après à l'Arcobaleno, hein, c'est ça, de 2012 à 2015, si je ne dis pas de bêtises? Oui, exactement. Et puis, on a commencé aussi, chaque fois petit à petit, toutes les voitures que j'ai eues, on a commencé depuis la base, tout en évoluant d'année en année. Et puis, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc là, l'Arcobaleno, c'est clair qu'on a fini avec le Hayabusa. Et puis, je mets dans le record dans toutes les classes. Et puis, à un moment donné, tu sens quand tu es un peu à la limite, tu commences à un peu être au maximum de l'évolution de la voiture parce que j'ai eu souvent, typiquement, je me rappellerai ça à Massonger, à la dernière épingle de l'arrivée, la gauche, tellement qu'il y a de la puissance. Derrière, j'ai les deux arbres qui m'ont sectionné en deux, quoi. Et là, je me suis dit, c'est fini, quoi. Maintenant, la voiture, elle est vraiment au maximum de ce qu'on peut lui faire. Et puis là, c'était le moment de changer. Puis j'ai eu l'opportunité de partir en Formula Master. Ouais, justement, auto radicalement différent. Tu peux nous parler de ta première approche de la Formula Master? Tu l'évoquais tout à l'heure, on va y revenir un petit peu plus en détail dans quelques instants. Mais dans quelle mesure, dans quel contexte tu découvres finalement cette auto? C'est parce que voilà, Roland Bossi avait vu les résultats que je faisais avec l'Arcobaleno, puis il avait plus tellement de pilotes qui roulaient chez lui, donc il s'est approché de moi une fois, il dit écoute, moi je fais de la location, si ça t'intéresse, tout. Et puis encore une fois, je dis mais ça coûte combien? Parce que dans ce milieu-là, c'est clair que rien n'est gratuit, quoi. Donc il m'a proposé un prix, j'ai dit ouais, alors faisons ça. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une connaissance qui m'a offert ça pour l'anniversaire. Donc on est allé à l'Anneau Durand essayer cette voiture.
Et puis, j'ai fait 3 tours, mais c'était incroyable. Je dis, mais c'est un monstre. Il faut dire que c'était en 2 litres. Après, c'était la première fois que je roulais une grosse cylindrée comme ça. Et puis, il m'a proposé de faire Anzer. Et puis, j'ai dit encore une fois, combien ça coûte? Puis, il m'a dit, voilà, il faut un budget temps. Puis, j'ai fait des yeux comme ça. Je dis, écoute, on a tout fait mon Arcobaleno. Donc, franchement, je suis un peu sceptique de partir sur ce cours, surtout que c'est chez nous, quoi. Et puis, 2 jours après, bah, j'ai eu de nouveau ce particulier qui m'a dit, écoute, si tu veux vraiment faire Anzer avec cette voiture, essaye. Tu connais bien la route, c'est chez toi. Ça peut éventuellement te faire un déclic après pour des partenaires et ça. Et puis, ce monsieur m'a donné la possibilité de pouvoir faire Anzer avec cette voiture. Et puis, on est un peu sceptique. Arrivé sur cette course, tu n'as fait que 10 tours de circuit. En plus, c'est une voiture de location. Donc, tu as la location de la voiture, tu as encore une assurance. Donc, si tu casses la voiture, bah, faut pas, il y a un gros budget à sortir en franchise. Donc, tu as quand même ça un petit peu dans ta conscience. Et puis, bah, au fil du week-end, bah, ça allait de mieux en mieux. Je me rappelle, la première montée, je touchais presque pas les pédales parce qu'on a mal fait le siège. La deuxième montée, j'étais comme ça avec le volant, parce que je touchais presque avec le menton. Mais c'était vraiment pas évident d'arriver et puis de vouloir faire tout de suite un super truc. Et puis, dimanche matin, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ben, je fais la première manche course et puis tout d'un coup, j'entends Joe et puis Eric n'étaient pas partis encore. J'attends que je faisais le scratch, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Quand je voyais mes concurrents ici en 2 litres qui vont très très vite, j'ai mis, je crois, 2 ou 3 secondes à Balmer. Je dis, mais c'est pas possible. Et puis, je trouvais que la conduite n'avait pas du tout changé à rapport à la veille. Et puis après, j'étais régulier sur les trois montées. Et puis au final, bah, j'ai fini 3e. Et puis depuis là, c'est un déclic qui m'a dit maintenant, il faut que tu restes avec ça. Et puis, advienne que pourra, on verra à l'avenir ce qui sera fait de l'avenir. Et puis, bah, aujourd'hui, bah, je suis là, quoi. Donc, Et puis voilà le podium, du coup. ouais, exactement, ouais, bah, avec C'est bon. Joël, Eric et puis moi, quoi. C'était incroyable. J'aurais jamais pensé ça le samedi matin quand j'arrive, quoi. L'objectif, c'était vraiment de faire le même chrono que je faisais avec mon Arcobaleno. Si je tenais ça, j'étais super content. Mais j'étais 6 secondes plus rapide, 6 ou 7 secondes, je crois. Enfin bref, c'est sûr que tu as des watts en ouais. plus là, hein, avec la Ouais, Master. mais incroyable, quoi, franchement. Ouais. Ouais. Et puis depuis là, j'ai dit, bah, faut que je reste avec cette voiture. Et puis après, bah, au fil des temps, bah, j'ai trouvé des partenaires. Et puis j'ai pu chaque fois louer la voiture. Et puis voilà, quoi. Et puis ça s'est fait effectivement jusqu'à 2019, en gros, où tu as été en Formula Master. On en reparlera tout à l'heure. On reviendra sur cette période. Je me retourne vers toi, Eric. Du coup, on s'était arrêté à cette F3000, justement, que tu voulais racheter. On est en 2010-2011. Et en 2011, tu fais tes premiers tours de roue du coup, depuis ton accident. Je crois que c'est à La Roche-la-Béra, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Eric? Tout juste. T'as bien révisé. Ah, t'as vu ça? J'ai travaillé quand même. J'ai travaillé. Bon, là, à ce moment-là, j'imagine que ça doit être un moment quand même d'émotion pour le coup. Non, parce que moi, je le prenais comme ça vient, si tu veux. Okay. Comme avant, tu prends un départ, tu mets le casque et puis tu essayes d'arriver jusqu'en haut. Et non, j'avais pas d'appréhension, rien. C'était comme moi de l'accident, j'ai pas de souvenir, donc entre guillemets, j'avais pas de peur. Le seul truc que je voulais, c'est voir s'il y avait toujours du plaisir derrière. Et puis c'était effectivement le cas. J'ai eu un monstre plaisir tout le week-end. Bon, c'est cool. En tout cas, bon, même si toi tu t'en rappelles pas, c'est vrai que moi je me rappelle, ça avait quand même, c'était un sacré événement parce que par rapport à la sortie que tu avais connue, te voir de retour en piste, ça avait quand même touché pas mal de monde en course de côte. Donc il faut le rappeler, il faut le dire, hein, c'est quand même important. Et justement, cette voiture, tu l'as toujours. On reparlera tout à l'heure de toutes les évolutions que tu as fait, mais c'est vrai que cette voiture, tu l'as transformée complètement. Elle a un drôle de look maintenant pour ceux qui découvrent les Formule 3000. Elle ressemble presque plus à un proto qu'une 3000. Oui, on l'a rajeuni un petit peu au fur et à mesure des années, mais c'est un peu le côté intéressant de la côte, c'est qu'on peut évoluer, on peut faire des choses par soi-même. Et ben voilà, la grand-mère de 20 ans, elle arrive encore à faire quelques bons résultats. Et voilà, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une voiture neuve déjà pour se faire plaisir et puis pour faire des résultats qui sont intéressants. Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'est l'avantage de la course de côte, effectivement. On n'est pas obligé d'avoir toujours la voiture, voilà, dernière génération ou autre. Il y a toujours des choses à faire. Et justement, avec cette voiture, tu vas remporter 2 nouveaux titres de champion de Suisse de la montagne. Est-ce que du coup,
ça t'a fait plaisir par rapport à 2006 où justement tu loupes le titre. Comment comment dire, le prends cet épisode-là, en sachant que voilà, tu revenais pour te faire plaisir, mais malgré tout, les perfs sont encore là, quoi. Ouais, comme je l'ai dit avant, quand tu as fait un petit peu un cheminement que j'ai eu, où tu es vraiment au fond du bac, et tu remontes, tout ça, c'est rigolo, ça fait plaisir, mais ça ne change pas la vie. Hein. Il faut bien mettre les choses au clair, c'est qu'on travaille toute la semaine pour pouvoir se faire plaisir, mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir se faire ce plaisir. Après, on ne gagne rien à la fin du week-end à part une chane. Donc, premier, deuxième, l'effort est le même pour tout le monde. Après, comme je dis, si on gagne, c'est bien. Si on fait deux, c'est bien aussi, quoi. Les titres, c'est que sur la feuille, l'important, c'est de prendre du plaisir et d'être une bonne équipe de copains. Et puis, c'est ce côté-là que je trouve qui est encore agréable en course de côte. C'est qu'on a… Ouais. Il y a un peu trop de professionnalisme qui vient gentiment, mais on peut encore bien rigoler et puis pas se prendre la tête. Ce qu'on fait déjà toute la semaine, on a du boulot par-dessus la tête. On vient là pour se détendre. Et c'est l'amusement du week-end. Des gros jouets pour enfants, pour grands enfants. Oui, c'est sûr, c'est les grands jouets des grands enfants, effectivement, comme tu le dis. Bon, bah, du coup, écoute, tu es quand même, malgré tout, même si c'est sur la feuille, c'est aussi sur le palmarès hein, que tu es 3 fois, en tout cas, au sommet de la course de côte en Suisse, quoi qu'il en advienne. Hein, ça, tu pourras pas l'enlever dans tous les cas. Joël, Volu, du coup, on va parler justement de ton arrivée, toi, en course de côte. 2010, tu fais l'acquisition d'une Formule 3000. Tu vas terminer vice-champion de Suisse à 2 reprises, si je ne dis pas de bêtises, et tu vas passer après derrière à l'Osella FA30. Cette voiture, elle va te causer quelques problèmes d'ailleurs en 2013, si je ne me trompe pas. Parle-nous un petit peu de cette arrivée en course de côte et de justement tes premières courses où tu vas rencontrer notamment Eric ou Marcel Steiner notamment. Ouais, c'était vraiment un moment génial parce que quand je suis arrivé en côte, déjà la première année avec ma Formule Renault. C'était surtout pour découvrir un peu les tracés, savoir à quoi m'en tenir. Et dans l'hiver 2009-2010 ou 2010-2011, je ne me rappelle plus maintenant, un sponsor qui m'a suivi pendant 4 ou 5 ans après avait une Formule 3000, donc la Reynard 95D, mais son ancien propriétaire l'avait détruite. Et ben, c'était un peu le défi. Il m'a dit, si tu la remontes, roule avec. Alors, nous, on a relevé le défi. On a bossé tout l'hiver pour la remonter. Et j'ai fait ma première saison de côte comme ça. Tout le monde me traitait un peu de fou parce que finalement, j'avais que 19 ans, qui faisait un peu jeune pour une 3000. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai emmagasiné beaucoup d'expériences que mon parrain avait avec mon papa avec la 92D, qui est exactement la même caisse. Donc, j'ai pu reprendre tout leur setup de réglage, toute leur suspension, tout ça. Et je suis parti vraiment avec une caisse qui était un châssis super sain, qui était facile à conduire. Donc, j'avais plus que la puissance à m'habituer. Et bien, cette année, l'année-là, je pensais jamais faire vice-champion suisse. Je me suis dit, voilà, si on fait quelques courses, des beaux podiums et tout ça, je serais content. Et à la longue, après, on a fait quoi? On a appris, après, on a fait un moteur, on a évalué un moteur. Parce que je venais un peu limite avec ce moteur. De base, je ne voulais pas du tout une Osella. C'est pour ça qu'on a évalué ce moteur. Et mon sponsor voulait que je roule avec une Osella, mais moi, je n'étais pas d'accord. Et après, j'ai quand même fini par accepter son offre et de rouler avec cette Osella 2 ans plus tard. Bon, qui était quand même déjà à ce moment-là, ça devenait les grosses autos hein, qui commençaient à éclipser un petit peu les Formule 3000. Donc, c'était quand même pas un mauvais choix. Et cette voiture, là, tu vas avoir quelques soucis après 2012. Hein, c'est ça, en 2013, c'était pas exactement bien passé. Tu as dû couper d'ailleurs ton programme, je crois, en cours de saison, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, il y a eu un problème avec le moteur. Et j'ai cassé 3 fois le moteur en une année. Et après, au Rangier, on a décidé d'arrêter pour chercher vraiment le réel problème.
qu'on a du tout démonté le moteur complet, on a tout révisé de A à Z parce que je pense qu'ils avaient oublié une étape. Et c'est ça que, après 2 courses, ils cassaient. J'avais déjà cassé une fois en 2012, à la deuxième course que j'ai fait avec cette caisse, et 2 ans l'année d'après. Donc, donc après, on a pris du temps. La 2013, c'est vrai que ce n'était pas une superbe année. Surtout que mon sponsor avait décidé de faire beaucoup d'Europe. Donc, des courses que j'avais jamais roulées, des courses compliquées comme le Saint-Pierre, Fito, Etcheamo. Toutes des courses que quand on arrive pour la première fois, c'est vraiment compliqué. Et moi, en travaillant déjà toute la semaine sur mes camions, faire le trajet parce qu'on était que deux à conduire le camion. Donc, Fito, voilà, c'est 1200 km. Ah oui, c'est pas à côté, ouais. Donc, on faisait ça de la nuit parce que la journée, j'étais au travail. J'étais beaucoup fatigué en fait. J'avais jamais eu le temps de vraiment de me reposer. Et les courses s'enchaînaient chaque 2 semaines. Et puis voilà. Donc 2013, ouais, c'était vraiment une année compliquée. Ouais, donc valait mieux mettre un petit stop, chercher la cause du problème, réfléchir. En comptant tous ces problèmes, quoi. Alors, bien sûr. Bon, on reparlera justement de ton retour à la compétition dans quelques instants. Alors, Joël Grand, je vais me tourner vers toi. Effectivement, toi, on te connaît en tant que pilote de course de côte. On a découvert que tu avais eu un petit passif en rallye en tant que copilote, mais tu as aussi été 2 fois champion de Suisse des rallyes. Explique-nous tout. Alors oui, effectivement, comme j'ai dit, j'ai commencé copilote et puis j'ai navigué des grands pilotes, Pascal Perroux, Laurent Luyet. Et puis une fois, j'avais eu une mauvaise expérience avec un pilote au Rallye du Tessin. Et puis une fois en fin de journée, j'ai eu Sébastien Caron qui me téléphone, il est de la région, tout. Il me dit, écoute, je sais que tu avais eu une fois une mauvaise expérience au Rallye du Tessin. Moi aussi, j'ai eu une mauvaise expérience, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a eu, enfin bref. Et puis il m'a proposé d'aller rouler avec lui. Et puis je lui ai dit, écoute, ouais, pourquoi pas. Donc j'ai regardé un peu mon calendrier. Et puis ce week-end-là, j'avais rien. Donc on est parti là-bas. On a roulé Rallye Tessin avec la Clio Super 1600 de Balbosca. Et on avait fini, sauf erreur, je crois, 3e au scratch du Rallye Tessin avec sa voiture. Et puis en fait, le feeling avait super bien passé avec lui. Et puis en début d'année suivante, il me dit, écoute, est-ce qu'on fait le rallye du PIG ensemble? J'ai dit, écoute, ouais, avec plaisir. Et puis là, on avait la Super 2000. Donc, on est allé, et là, on a fait, je crois, 2e derrière Balinari au scratch. Et puis, c'est l'année où il a fait champion suisse des rallyes aussi avec Lucien. Donc, vu qu'on était les deux, donc il m'a considéré aussi avec lui pour le titre. Et puis, sauf erreur, je crois, 2 ans après aussi, en fait, j'étais presque, on va dire quoi, le copilote le remplaçant de Lucien. Parce que maintenant, avec son travail, des fois, il n'était pas souvent là. Donc, il me proposait chaque fois d'aller remplacer. Et puis là, on avait fait de nouvelles rallyes du Tessin avec la Ford R5. L'année de deuxième fois qu'il a fait champion suisse. Et là, on a fait le scratch aussi. Et puis, c'est vraiment j'ai fait donc 2 fois avec lui. Et puis, c'était vraiment des super belles expériences. Parce que voilà, encore une fois, le rallye, c'est un milieu qui coûte aussi énormément cher. Pour rouler avec des grosses voitures comme ça, c'est des budgets de ouf, quoi. Donc, c'est clair qu'en étant copilote, ça te permet de pouvoir entrer dans des voitures que tu ne pourrais jamais conduire toi en tant que pilote, quoi. Et puis franchement, j'ai eu des sacrées belles sensations. Et puis vraiment, Seb, pour moi, c'est vraiment un excellent pilote. Et puis c'est le gars qui m'a donné plus de sensations à côté, quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Ouais, top. Et puis bon, c'est sûr que quand tu roules, comme tu le dis, dans des grosses autos comme ça, tu te fais plaisir avec un petit peu de risque en moins, on va dire. Ouais, tout à fait. Tu es assis à côté. Bon, après, il ne faut pas oublier que le copilote, il fait le 3/4 du rallye. Hein, donc ça, les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'en étant à côté, tu as beaucoup moins de responsabilité de dire, mon Dieu, je dois pas arracher la roulage. Donc voilà, c'est clair qu'à côté, tu es entre guillemets plus à l'aise. Voilà, c'est ça. Tu es un peu plus tranquille d'esprit, même si bien évidemment le risque existe et l'importance du copilote. On n'en parle pas souvent assez, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, effectivement. Juste pour revenir justement sur la course de côte, à cette période-là, donc on parlait de la Master. Tu vas rester 4 ans en Formule 1 Master, hein, c'est ça, oui. Joël? Tout à fait, ouais. Jusqu'à 2019, du coup, concrètement? Oui, parce que pendant 3 ans, j'ai loué les masters. Donc, j'ai eu 2 masters différentes avec Roland. Et puis après, il avait vendu la dernière master qui lui restait. Donc, je me retrouvais sans voiture. Donc, je ne savais pas trop quoi prendre comme véhicule. Donc, j'ai trouvé une master d'occasion ici en Suisse. Et puis, je l'ai reprise durant l'hiver 2018 à 2019. Je l'ai reprise à 0.
parce qu'elle était vraiment dans un état, franchement, c'était triste de la voir comme ça. Et puis, j'ai pu l'acheter. J'ai eu la chance de trouver un budget pour pouvoir l'acheter. Et puis, c'était un gros boulot durant l'hiver de tout refaire à zéro, quoi, franchement. Et financièrement, c'était vraiment hors de prix, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit, voilà, faut que je vende, parce que j'étais jamais à la maison. Mes enfants et puis ma femme me faisaient souvent les réflexions. Donc, j'ai dit avant que ça aille trop loin, je dis non. Je préfère reprendre un véhicule qui soit simple, entre guillemets, d'entretien, que je puisse être quand même souvent à la maison, parce que c'est vrai qu'en cours de côte, des fois, on est loin aussi le week-end avant pour aller reconnaître des fois le tracé, ça dépend où c'est. On est là le week-end complet, donc moi, je pars tout seul, ma femme reste ici avec les enfants. Et puis, j'ai eu l'opportunité de prendre cette osée-là, là, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que moi qui ne suis pas mécanicien, c'est pas évident, quoi. Puis il faut chaque fois avoir quelqu'un. D'un coup, quelqu'un dit oui, moi je sais faire, et puis en fait, il dit qu'il sait faire, mais il ne sait pas faire. Et puis voilà, donc c'était une mauvaise expérience d'avoir sa propre voiture, surtout la Master, quand j'ai loué, c'était nickel, parce que voilà, les mécaniciens connaissaient leur boulot, connaissaient les voitures, mais c'est clair, d'avoir ta voiture quand tu ne connais pas, c'est non, non. Ah oui, oui, non, mais c'est clair, il faut justement, je pense, maîtriser quand même un peu plus en termes de mécanique. Alors justement, en transition toute trouvée, je vais me tourner vers toi, Eric, parce que cette Lola, donc c'est toi qui l'as fait évoluer. Aujourd'hui, elle n'a plus forcément grand-chose à voir avec son état d'origine. Tu as notamment, alors c'est intéressant parce que tu as notamment récupéré des pièces de Formule 1, hein, si je ne dis pas de bêtises, chez Force India. Raconte-nous un petit peu d'où te viennent ces idées, comment tu arrives à mettre tout ça en place. Écoute, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer c'est Benoît Dametto, qui est un ingénieur de piste, donc de circuit. Et puis, ça fait passer 10 ans qu'on se connaît. Et puis, avec lui, on a grandi ensemble, on va dire, au niveau de la côte. Lui, il connaissait un petit peu pour travailler un peu à l'époque avec Lionel, avec Régal. Et puis, c'est deux choses quand même pas mal différentes entre la piste et la côte. Et ses idées, mes idées, on fait souvent un mixte et puis on arrive à en sortir des choses pas trop mal. Et puis, ben, tu vois, ces pièces que j'ai pu récupérer, j'avais cassé mon aileron avant à une des dernières courses du championnat et puis j'en avais plus de réserve. Puis en trouver, c'était un peu la misère. Puis en ayant quelques contacts à droite à gauche, bien placés, j'ai eu l'opportunité de pouvoir récupérer Enfin, on m'a dit que c'était des ailerons de F1 et puis j'ai dit bon, ben, Ça y ressemble en tout cas. à ce prix-là, ça m'étonnerait, mais j'ai dit bon, tentons le coup, on verra bien. En plus, ça fera joli contre le mur. Puis non, effectivement, ça arrivait, c'était des sacrées jolies pièces. Presque dommage de les utiliser, mais après, voilà, ça m'a dépanné et puis ça a l'air de fonctionner pas trop mal avec l'ensemble. Oui, parce que alors ça a commencé avec l'aileron avant et puis après tu as eu la petite aile de requin. Je ne sais pas si c'est lié ou si tu l'as Non, fait. ça c'est plus esthétique, je dirais. Bon, ok. Et tu arrives justement à, comment dire, à ressentir une amélioration en termes d'aéro avec cet aileron qui a plein de flaps en fait, hein, pour le coup, digne des années 2010. Je dirais que c'est pas l'aileron qui fait la rapidité de la voiture. Bien sûr. C'est un tout. Hein, c'est un boulot énorme qu'on a abattu. Ça fait 10 ans que je la roule, 10 ans que je l'évolue. Maintenant, on arrive à un niveau qui est quand même pas mal exceptionnel, mais on y arrive avec une voiture qui a passé 20 ans. Donc, voilà, il y a une satisfaction personnelle aussi parce que toutes les pièces, c'est moi qui les fais. Donc, on fait des moules, on crée les pièces en carbone. Et puis après, voilà, c'est un ensemble de choses. Hein. C'est pas dire on met un aileron de 2 mètres et puis un aileron de fin devant, puis vas-y, roule, tu vas faire le scratch facile. Il y a quand même une part de réglage et un setup à trouver, un équilibre à avoir de la voiture. Bien sûr. En tout cas, ça lui donne voilà, un look assez exceptionnel et assez authentique.
la rajeunit gentiment de 10-15 ans. C'est ça. Et puis bon, il y a très peu de voitures qui peuvent se targuer d'avoir le même look que la tienne, effectivement, pour toutes celles et ceux qui t'auraient potentiellement vu en piste avec cette voiture. C'est vrai qu'on peut la reconnaître entre mille. Joël, je reviens vers toi, Joël Volu. Donc du coup, on s'était arrêté à 2013 où tu avais décidé de mettre en stand-by un petit peu la saison avec quelques problèmes sur l'Osella. Tu vas revenir en 2015 et en 2016, malheureusement, un petit peu comme Eric, tu vas être victime d'un crash assez spectaculaire au Grippon au Rangier. Pareillement, même question qu'Eric, sans parler de l'accident en lui-même, comment tu le ressens à ce moment-là et quelles sont tes premières finalement impressions, comment tu vois la suite à ce moment-là, quoi. Les premières impressions, c'est que quand tu rentres à la maison et puis tu n'as plus de voiture, c'est là que tu te rends compte que voilà, tu avais une chance d'avoir quelque chose. Et puis finalement, tu te rends compte qu'en 2 secondes, tu peux plus rien avoir, quoi. Surtout cette voiture, elle me tenait vraiment à cœur parce que là, pour finir, on a dû la racheter. Donc, j'ai bien dû bosser pour pouvoir la racheter. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas eu de séquelles du tout, vu que corporellement, je n'ai pas du tout été touché comparé à Eric, quoi. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Après, voilà, il fallait le temps pour monter l'histoire, quoi. Et maintenant, en fait, la différence qu'il y a par rapport à avant, c'est comme un peu, il disait Eric avant, c'est qu'on savoure plus facilement la chance d'avoir quelque chose à la maison, quoi. Le dimanche soir, quand on peut charger la voiture et puis elle est complète, peu importe ta place, tu es quand même content parce que voilà, tu sais que ça t'a pas coûté trop cher et ça va pas te coûter non plus trop cher pour la prochaine Et révision, puis quoi. surtout que tu es intact et entier quand même. Exactement, oui. C'est important aussi. Ouais, Ça, c'est super aussi. important. Après, voilà. Pour moi, ma plus grande chance que j'ai eue, c'est que corporellement, j'ai pas été touché. C'est là que tu peux repartir sans. Je me suis pas posé les questions qu'il s'est posées, Eric, quand même, je pense, pour partir. Ouais, bien sûr, c'est deux contextes différents, effectivement, hein, ça c'est clair. Et justement, cette voiture, Joël, tu vas la reconstruire et tu vas revenir avec. Du coup, il y a peu de temps, finalement, c'est l'an dernier que tu es revenu avec cette voiture, hein, si je ne dis pas de Je bêtises. suis revenu l'an dernier, 2018. Ouais, J'ai 2018. fait. En fait, j'ai recommencé par là où j'ai arrêté. J'ai fait les rangiers. Ils m'ont proposé de faire un ouvreur en démonstration. L'organisation m'avait appelé. Ils m'ont dit, ouais, tu veux pas venir en démo et tout ça. Tu roules beaucoup en plus. Et voilà, c'est là où tu as arrêté. Si tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, moi, j'ai réfléchi en 2 jours. J'ai dit, bon, pourquoi pas. En plus, il n'y a pas la pression, il n'y a pas la pression de la course. On fait des kills. D'ailleurs, on avait fait 6 ou 7 montées, je crois, le samedi. Donc, pour moi, c'était le rêve. Après, là, j'ai compris plein de choses. Tu comprends, quand tu es enfermé 2 ans dans un garage à travailler, ou pour avoir travaillé pour avoir de l'argent pour pouvoir t'acheter des pièces, ou à travailler pour remonter la voiture. Et après 2 ans, des fois, tu ne sais pas trop. Au bout d'un moment, tu ne sais plus trop pourquoi tu travailles, quoi. Si tu vois toujours les mêmes choses, si tu vois que ça avance pas, c'est compliqué. Et là, de rerouler au rangier, quand tu as passé le garage, tu passes pour aller au Grippon, puis là, tu comprends tout de suite pourquoi tu as travaillé 2 ans, quoi. Oui, c'est sûr. C'était une super satisfaction, quoi. Ouais, tu m'étonnes, la sensation, elle doit être extra. Alors justement, ton programme pour conclure finalement cette émission, ton programme avec cette voiture, à court terme, moyen terme, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais prévu de faire? Voilà, on va faire. Il y a 2-3 trucs qui me plaisaient pas, que j'ai pas eu le temps de faire, si tu veux, après mon accident des rangiers là. Des choses que je devais évoluer comme les ailerons, un petit peu le diffuseur, vraiment des petites bricoles. Et le gros truc, c'était le moteur. Donc, normalement, je devais simplement faire une petite révision. Et vu que normalement, c'est parti en vrille. ouais, c'est parti en vrille. Non, et vu que la grande révision arrivait bientôt, du coup, j'ai décidé de décaler et faire ma grande révision maintenant. Comme ça, je serai tranquille pour 3-4 ans si tout va bien, quoi. Ok. C'était vraiment ça le truc que j'ai fait en plus, quoi.
Donc, place. là, tu partais pour quoi? Pour de l'Europe, pour de la Suisse, pour qu'est-ce que tu comptais faire? Non, normalement, moi, j'aime pas faire les championnats parce que ça me réussit jamais. Alors, j'aime bien me faire plaisir, faire les courses que j'aime, des belles courses. C'est pour ça que, voilà, des fois, je vais faire des jolies courses en Europe et des fois, je viens faire celle en Suisse, quoi. Ok, ok, J'aime bien ok. me faire plaisir et ne pas me prendre la tête. Bon, eh ben écoute, on espère te revoir au volant de cette voiture et de son moteur tout neuf désormais en France, hein, avec plaisir, t'es le bienvenu. Exactement. Joël Joël numéro 2, enfin, je sais pas qui est le numéro 2, qui est le numéro 1 d'ailleurs, mais bon, on va finir par trouver le roulement. Toi, du coup, tu as acheté cette Ozella donc, l'année dernière. Cette Ozella, du coup, JRB, qui venait remplacer ta Master. Parle-nous de cette voiture, justement, pourquoi tu as fait ce choix-là et surtout, qu'est-ce que tu avais prévu de faire là à court terme et moyen terme avec cette voiture? Bah alors en fait, la dernière fois que je suis allé en bas chez LRM apporter la Master pour faire une reconfiguration du boîtier, on s'est arrêté comme ça par hasard chez Ozella à Turin. Et puis on a rencontré Monsieur Ozella et puis on a parlé un petit peu et puis on a demandé un petit peu conseil, qu'est-ce qu'il proposait comme véhicule. Et puis il m'a demandé un petit peu mon passé, puis je lui ai expliqué un peu ce que j'avais comme voiture. Et puis il m'a parlé de ces Ozella PA 21 JRB, quoi, moteur moto. Et puis, quand il m'a dit le prix, j'ai dit, oh, mais bon, vous êtes fou, quoi, des prix pareils pour acheter une voiture, tout. Voilà. Alors, j'ai dit, écoute, je vais regarder. Puis, on a su quand même, en partant de là-bas, vers quelle voiture se diriger. Et puis, je suis allé un petit peu sur Internet, tout. Et puis, d'un coup, je tombe sur une d'occasion à Christian Merlier, champion d'Europe, là. Et puis, je lui téléphone, tout. Et puis, je lui demande, tout. Il me dit, oui, oui, elle est encore là, tout. J'ai un monsieur qui est intéressé, mais encore une fois, si elle est là, le premier qui vient, il l'a, quoi. Alors, je me suis vite débrouillé de regarder un petit peu, de trouver du financement. Et puis, entre-temps, j'ai eu de la chance qu'après les Rangiers, j'ai pu vendre la Master. Donc, la semaine après les Rangiers, elle est partie. Donc, nickel. Donc, financièrement, c'était bon. J'avais l'argent pour acheter l'Ozella. Donc, on est descendu à Trento. Donc, ça fait une trotte aussi. Parti à 3 h du matin, arrivé là-bas à 11 h 30 pour l'apéro, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, on s'est fait une trotte, quoi. C'était Et bon pour puis, l'apéro parce qu'il y avait 4 chiffres, hein, du coup, on le précise ouais, quand même. exactement, tout à Voilà, fait. quand il y a 4 chiffres, hein, Eric, on peut faire l'apéro, c'est bon. Et puis, arrivé là-bas, tout, on a regardé la voiture. Et puis, franchement, j'ai flashé dessus. J'ai dit, bah, écoute, voilà, j'ai demandé un petit peu financièrement combien ça coûtait pour l'entretien en tout. Donc, c'était vraiment très, très abordable. Les pièces, bah, si tu casses, bah, tu appelles M. Ozella. En principe, ça se fait assez rapidement. Ils ont assez des pièces sur ces voitures. Et puis, bah, on a dit, bah, voilà, on la prend. Donc, on est revenu avec ça. Et puis, ça m'a aussi rassuré parce que vu qu'elle était à Merli, donc elle était au top, quoi. Franchement, il y avait un jeune qui roulait avec en Italie. Il a fait 4 courses. Il a gagné les 4 courses, quoi. Il y a des vidéos embarquées de lui, mais il allait vraiment très, très vite, quoi. Franchement, c'était déjà très motivant à aller voir cette voiture, quoi. Et puis, bah, au final, on l'a prise. Et puis, arrivé les Paco, donc la dernière manche du championnat suisse. Et puis, il n'y avait rien à faire sur la voiture. Je dis, ah, bah, cool, pour une fois qu'il n'y a rien à faire. Et bah, écoute, je m'étais inscrit avec la Master. Donc, heureusement, j'ai pu vite changer avant que ça soit clôturé l'inscription. Et puis, on est allé là-bas avec un réglage de base. Et puis, tout au long du week-end, on a évolué. Et puis, à la fin du week-end, j'ai fait, je crois, 8 au scratch avec un moteur moto. Là-bas, 1,02, c'est déjà très vite. Donc, ouais, c'est franchement une super moto. C'est vrai que c'est cher à l'achat, mais franchement, c'est des voitures que tu peux évoluer. Donc, après, bah là, justement, cet hiver, on a déjà évolué un petit peu l'aéro. On a refait un petit peu tout ce qui était géométrie, les suspensions et ça. Et puis, bah, vu que cette année, on ne roule pas, je suis en train de voir parce que je dois réviser le moteur, que je ne savais pas, mais voilà, il a tant de kilomètres et malheureusement, on doit réviser le moteur. Donc, c'est soit que je le révise pour l'année prochaine ou bien je fais directement une évolution moteur. Mais ça, tout dépendra du financement que je vais trouver pour l'année prochaine, quoi. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, Ouais. écoute, là, c'est pareil. On aimerait bien, en tout cas, te voir en France, même si là, pour le coup, ce sont des autos, effectivement, qui diffèrent un petit peu en réglementation. Eric, dernière question. Pour le coup, toi, ton programme, c'était quoi initialement, ce que tu avais prévu? Et surtout, bah, du coup, eu égard à la situation, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on va te revoir en piste en 2020 ou pas? Bon, cette année 2020, maintenant, on a définitivement fait une croix dessus. Le programme est toujours à peu près le même. Quelques courses internationales comme Eschdorf, Osnabrück, Mikausen. Et puis mon championnat, le championnat national
ce qui est un petit peu le plus pratique, le moins onéreux, parce qu'on est souvent à côté de la maison. Et puis pour retravailler le lundi, on rentre moins tard le dimanche soir. Donc pour ces petites choses-là, puis j'ai pas d'intérêt d'aller faire de l'Europe ou quoi que ce soit. Il faut des budgets qu'on n'a pas, sinon on peut plus faire d'autres choses. Donc non, comme normal, cette année à pied, et puis l'année prochaine, si tout va bien, qu'on a un petit peu de sous de côté, on pourra refaire un peu le championnat suisse et quelques piges à l'international. Bah oui, et puis vous avez de très belles épreuves en Suisse, messieurs, des très beaux parcours. Donc il y a déjà de quoi s'amuser, je pense, quand on roule par chez vous. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous les trois d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Alors attention, on va pas s'arrêter là parce que vous le savez, il y a une deuxième étape dans mon émission, c'est le quiz sport auto, course de côte. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez révisé. Bien évidemment, en question orientée vers la Suisse, hein, sinon c'est pas drôle. Donc on va tester vos connaissances et votre savoir en sport automobile helvète. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais. On est chaud. Allez, c'est parti. Première question, je vais vous demander de me citer le nom du dernier pilote de Formule 1 qui est né en Suisse et qui a roulé en Formule 1. Bohémie. Non. Kiefert, non? Formule 1. Ouais. Alors, il y a un petit piège. Hein. Il y a un petit piège. Qui est né en Suisse. Je vous répète la question. Je vous parle d'un pilote qui est né en Suisse. Grosjean. Exactement, Romain Grosjean. C'est ça, bonne réponse de la part de Joël et d'Eric. Alors, effectivement, le dernier pilote de nationalité suisse à avoir roulé en Formule 1, évidemment, c'est Sébastien Buemi. Tu l'avais trouvé, Eric. Deuxième question. Je vais vous demander de me trouver le nombre de fois, le nombre de victoires aux 24 heures du Mans de Marcel Fassler. 3, je crois. Ouais. 4, non? Non, c'est 3, effectivement, Eric. Bonne réponse. Tu as les années en tête ou pas? Ouf, non, ça c'est les années. Bon, c'est pas très très vieux. Il roulait avec l'Audi, ça fera 2015 ou un truc comme ça. Ouais, alors 2011, 2012 et 2014, effectivement, les 3 victoires de Marcel Fassler avec Audi, effectivement, tu l'avais, tu avais la bonne réponse. Bon, les Joël, il va falloir se réveiller là parce que Eric, il a pris de l'avance là. Il est plus vieux, il a plus d'expérience. Ouais, c'est ça. Alors, troisième question, on va parler de course de côte suisse, hein, pour le coup. Il y a une épreuve que vous connaissez bien et il y en a un justement de vous trois qui la connaît très très bien, c'est la course de côte d'Anzer, pour le coup d'ailleurs Anzer. Le record, c'est toi qui l'as, Eric, de cette course de côte. Il est de combien ce record? Est-ce que vous le savez, messieurs? Je sais plus, moi. Pas une 27. Ils n'ont rien révisé. Alors, on va essayer de se rapprocher le plus possible du 26-0, non? Alors, une 26-0. L'année prochaine, Jojo. Non, 28-0. 27-0. 27-9, un truc comme ça, non? Joël Grand, 27-9. Eric, tu dis quoi? De Anzer. Ouais. Le record, une 26, 994 ou 6. 992, 992. Ah, non. J'ai été encore voilà. Mais c'est pas mal. Une 26, 992, effectivement. C'est le record du coup de la course de côte d'ailleurs Anzer. Quatrième question, on va reparler de Formule 1. Je vais vous demander de me citer le nom du pilote suisse le plus victorieux en Formule 1. Clay. Ouais, exactement. Clay Regazzoni, 5 victoires en Formule 1. Là, les Joël, ça ne va pas du tout. On n'était pas nés encore. Ah ouais, mais bon, moi non plus, mais bon, quand même. Effectivement, c'était Clay Regazzoni. Allez, dernière question. Celle-là, elle vous concerne tous les trois, donc on va voir un petit peu si les Joël, vous êtes sur le coup. Il y a une course de côte. Alors, c'était un petit peu le paradoxe de cette période de Covid-19, puisqu'il y a eu énormément d'annulations, mais en Suisse, il y a eu, pendant les annulations, une annonce d'un retour pour le championnat de Suisse 2021. La Roche-Labera, ouais. Voilà, c'est la Roche-Labera, effectivement, qui a été annoncée revenant au calendrier en 2021. En 2015, c'était la dernière édition de cette course de côte de la Roche-Labera avant que ça s'arrête. Finalement, vous êtes tous les trois concernés puisque Joël Volus, c'est toi qui t'étais imposé. Eric, tu avais terminé 2e. Joël Grand, tu avais terminé 6e. Maintenant, messieurs, je vais vous demander de me citer les noms des pilotes qui ont terminé 3e, 4e et 5e de cette course de côte. Est-ce que vous saurez les retrouver? Il y avait Huguin Tobler, non? Le père Huguin Tobler. Il y avait Simon. Non. C'est pas là, Simon Huguin Tobler? Balmer. Pas dans le top 6.
Alors, Balmer 3, effectivement, 3. Eric. Joël Roussel, non, il était Joël pas venu. Roussel, 4e. Et il en manque un 5e. Le 3e. Steiner, non? Non, Steiner n'était pas là. Il n'était pas là, c'était… Voiture fermée. 2015. Bracci. Non. Yannello. Ouais, Yannello, Voilà. exactement. Bon, ben Eric, tu es le grand vainqueur de ce quiz. Bravo. Avec la Bravo. majorité des réponses, on applaudit Eric. Voilà, grand vainqueur de ce quiz. Bon, merci beaucoup les gars, c'était un plaisir de vous poser ces petites questions un peu plus amusantes. Je vous laisse bien le mot de la fin, hein, c'est la tradition de mon émission. Si vous voulez remercier des amis, la famille, les partenaires qui vous aident à rouler justement. Joël Volu, si tu veux commencer, la parole est à toi. Alors, merci déjà à toute ma famille parce que voilà, sans la famille, c'est compliqué de faire notre sport. Et les partenaires, merci aussi à mes partenaires. Je ne veux pas tous les nommer parce qu'on est sûr qu'on va oublier un, puis après, ça va être la misère. Tu aurais dû mettre les logos derrière ou un truc. Exactement. Comme ça. Non, et merci beaucoup à tous mes amis et toutes les personnes qui m'aident. Dans la course de côte, on a vraiment de la chance d'être une grande famille avec les amis aussi. Et sans ces amis-là, on pourrait rien faire. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bon, ben, le message est bien passé. Joël Grand, si tu veux poursuivre. Alors oui, la première personne que j'aimerais remercier, c'est ma femme. Parce que c'est un elle doit me supporter, quoi. Elle me dit, il y a un lion en cage, là, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a rien pour me défouler et tout. Non, j'ai de la chance d'avoir une femme comme elle. Après, mes enfants aussi qui sont derrière. Donc, c'est aussi motivant. C'est pas évident quand tu pars vendredi soir, tu vas le dimanche soir, tu les vois que le lundi matin, quoi. Puis encore. Et oui, après, avec le boulot et tout, c'est ça. compliqué. Ouais. Et puis aussi, surtout, un grand merci aux amis parce que c'est vrai que c'est pas mal de copains qui viennent me donner un coup de main pour faire la voiture. Un peu aux gens qui sont derrière, Roland, Roger, et puis vraiment à tous mes partenaires. Que, franchement, moi, j'ai de la chance d'avoir des partenaires parce que sans eux, je ne pourrais pas rouler. Moi, je suis employé et puis c'est vrai que c'est pas évident dans le milieu où je suis, franchement, je pense de travailler beaucoup plus pour pouvoir mettre un petit peu de côté. Ça, je ne peux pas. Mais j'ai vraiment de la chance d'avoir des partenaires, des sponsors qui font confiance et puis qui me donnent un coup de main pour pouvoir faire ma passion, quoi. Bien sûr. Super. Eric, si tu veux clôturer cette émission. Tout pareil. Oui, toujours un grand merci à tous ceux qui nous suivent et tous les passionnés de la course de côte qui nous font aussi vivre un peu notre passion. Merci à toi, Pierre, pour donner l'opportunité aux petits Suisses de s'exprimer un peu sur la toile. Et puis, on espère tous vous revoir sur les côtes de l'année prochaine. Ben, on espère aussi, en tout cas. Et puis moi, j'espère avoir l'occasion de venir vous voir. Pourquoi pas en Suisse, tiens. Il faut passer la frontière. Il n'y a pas besoin de beaucoup de papiers, c'est bon. Si, il faut payer la vignette quand même. Ça, c'est embêtant. On veut bien faire un petit pot commun. Ou alors, je viens en hélico à la limite. Mais bon, il faut que je trouve où me poser, quoi. C'est juste ça le problème. Mais bon. Il faut venir à Kachif pour l'apéro, comme ça, t'es bien. Voilà, c'est ça. Je sais en tout cas à quelle heure arriver. Ça, c'est clair. Bon, les gars, je vous remercie. En tout cas, c'était un vrai plaisir que de vous donner la parole, justement. Merci à toi. Merci, ouais. Moi, merci beaucoup à toi. Alors, avant de se quitter, les amis, je vous le rappelle, toutes les anciennes émissions précédemment réalisées, elles sont disponibles sur la page Facebook, la page YouTube Inside Hill Climb. Vous le savez, je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, on va marquer une petite pause dans les émissions parce que c'est l'été, c'est les vacances, on a le droit aussi de se reposer. Après tout, ce n'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur qu'on n'a pas le droit de se reposer. Donc, on va revenir très prochainement, déjà dès la semaine prochaine, des tout nouveaux formats d'interview. Je ne vous en dis pas plus, restez connectés. Et puis, on se retrouve dès la reprise du championnat de France de la montagne avec l'émission débrief du Mont d'Or. Et je vous donne également ce rendez-vous, je vous en parle d'ores et déjà. Rendez-vous le samedi 15 août pour une émission exceptionnelle, hommage à Lionel Régal 10 ans après sa disparition. Merci à tous les trois d'avoir été à mes côtés. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À plus. Salut. Ciao.